sous une pluie diluvienne, 2 valises à la main, Monique se retrouvait chassée par ses propres enfants de la maison de campagne qu'elle avait contribué à bâtir. Ils croyaient tout savoir de leur mère, mais la découverte de sa véritable identité et de l'ampleur de ses sacrifices allait provoquer une onde de choc dévastatrice. Jamais Monique n'aurait pu concevoir que ce matin serait le dernier de sa vie dans cette maison. Cette bâtisse qu'elle et son mari avaient érigée pierre par pierre, de leurs mains calleuses, avec les économies et la sueur d'une existence entière de labeur. En cette aube grise, elle s'affairait dans la cuisine, préparant le café au lait rituel de plusieurs décennies, quand elle perçut la présence de ses 3 enfants à l'entrée. Leur arrivée simultanée était étrange. Chloé, Stéphane et Manon résidaient dans des villes éloignées et leur visite commune était rarissime. Le cœur de Monique s'emballa. Était-ce une surprise agréable? Un déjeuner impromptu pour raviver les souvenirs d'antan? Hélas, la lecture de leur visage ne lui offrit qu'une seule certitude, une froideur implacable. Une froideur plus acérée que la bise glaciale qui hurlait dehors. Chloé, comme à son habitude, prit l'initiative. Elle avait toujours été la plus intransigeante, héritière du tempérament paternel, mais dépourvue de sa bienveillance. Elle pénétra dans la cuisine, toisa Monique avec l'air de quelqu'un s'apprêtant à régler une affaire importune et déclara sans détour, « Maman, nous devons avoir une conversation. » Monique coupa la gazinière, s'essuya les mains sur son tablier et fit face à sa progéniture. « Évidemment, mes chéris. Installez-vous, je vous sers un café bien chaud. » Mais Chloé refusa d'un geste de la tête. « Le café sera inutile. Ceci ne prendra que quelques instants. » Son ton était glacial, presque administratif, celui d'une femme d'affaires liquidant un dossier. Une angoisse étreignit Monique, qui força néanmoins un sourire. « Que se passe-t-il, ma puce? Un problème ?» Stéphane s'avança, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon de costume cher, observant sa mère comme un propriétaire inspecte un bien squatté. « Maman, après discussion, nous avons pris notre décision. La maison nous appartient désormais. Tu dois partir. » Les mots furent un véritable coup de massue. Monique cligna des yeux à plusieurs reprises, son esprit luttant pour assimiler l'inconcevable. Partir? Mais pour aller où, mon grand? Cette maison m'appartient. C'est ton père et moi qui l'avons construite. Chloé roula des yeux, affichant un dédain que seule l'ingratitude filiale peut produire. Maman, sur le plan légal, la propriété nous est revenue au décès de papa. Nous t'avons simplement permis d'y rester car tu n'avais aucun autre lieu où aller. La donne a changé. Nous devons vendre ce bien. Les genoux de Monique se dérobèrent. Vendre? Pourquoi? Vous avez vos maisons, vos carrières. Pourquoi vendre la maison de votre mère? Stéphane eut un rire bref et cruel, plus blessant qu'une gifle. Maman, penses-tu sérieusement que nous allons laisser un tel capital inexploité simplement pour ton confort? Cette propriété a une valeur considérable. L'argent de la vente nous permettra à chacun de construire notre avenir. Monique chercha du soutien dans le regard de Manon, la cadette, la plus sensible en théorie. Mais Manon détourna les yeux vers le sol, se mordillant la lèvre, trop coarde pour s'interposer. Chloé reprit la parole, son ton trahissant une impatience croissante. Maman, épargne-nous tes drames. Tu as jusqu'à ce soir pour rassembler tes affaires et t'en aller. Un agent immobilier a été contacté. Il vient demain pour l'estimation. Les larmes affluèrent aux yeux de Monique, mais elle refusa de leur offrir ce spectacle. Mes enfants, vous n'avez pas le droit. J'ai consacré mon existence à cette maison. Des années passées à coudre jusque tard dans la nuit, à économiser le moindre sou, à me priver pour vous offrir le meilleur. Stéphane croisa les bras, excédé. C'est justement pour cela que tu dois comprendre, maman. Ta vie est derrière toi, tu as eu ta part. C'est notre tour de bénéficier des fruits de votre travail, à papa et à toi. Une douleur aiguë, non physique mais terriblement réelle, transperça Monique. La douleur de constater que les enfants qu'elle avait élevés lui étaient devenus étrangers. Mes enfants, où irai-je? Je n'ai nulle part où aller. Chloé haussa les épaules avec indifférence. Ce n'est plus notre affaire, maman. Tu es majeure, débrouille-toi. Il existe des foyers, des amis, des voisins. Nous ne pouvons pas te traîner comme un boulet éternellement. Chaque mot était une lame. Monique les dévisagea un à un,
espérant y trouver une étincelle d'humanité, une réminiscence de l'amour qu'elle avait, elle en était sûre, planté en eux. Elle ne vit que froideur, hâte et avidité. Dehors, le ciel s'assombrit brutalement. Des nuages menaçants s'amoncelèrent, comme si l'univers lui-même se révoltait contre une telle injustice. Monique inspira profondément, se redressa et, d'une voix d'un calme surprenant, déclara « D'accord, je m'en vais. Mais un jour, vous mesurerez la portée de votre erreur. » Chloé leva une nouvelle fois les yeux au ciel. Toujours la même rengaine victimaire, maman. Nous sommes simplement réalistes. Stéphane consulta sa montre onéreuse. Maman, nous avons des obligations. Tu as jusqu'à 18 heures. Évite de laisser du désordre, s'il te plaît. Monique gravit les escaliers à pas lents, chaque marche une épreuve. Elle pénétra dans la chambre conjugale, contempla le lit où son mari avait rendu son dernier souffle des années plus tôt, et fut tentée de s'y laisser choir pour ne plus jamais se relever. Mais ce n'était pas dans sa nature de renoncer. Elle sortit 2 vieilles valises de sous le lit et y jeta ses vêtements. Elle possédait si peu, le bilan d'une vie de travail et de sacrifice tenait dans 2 bagages. En rangeant, son regard fut attiré par une boîte en bois ancienne, reléguée au fond d'une armoire. Une boîte scellée par des décennies de silence. Elle contenait des documents, des photographies anciennes, les vestiges d'une époque qu'elle avait enfouie, une époque dont ses enfants ignoraient tout. Monique s'empara de la boîte, en épousseta le couvercle et la déposa avec précaution dans une valise. L'heure était peut-être venue de la rouvrir. Ce passé qu'elle avait fui toute sa vie était peut-être son seul salut. Lorsqu'elle redescendit, ployant sous le poids des valises, ses 3 enfants l'attendaient sur la véranda, leur impatience à se débarrasser d'elle presque palpable. Dehors, la pluie avait redoublé d'intensité. Ce n'était plus une averse, mais un déluge qui vous détrempait instantanément. Monique les regarda, espérant un geste, une offre de transport, une aide quelconque. Mais Chloé se contenta de tenir la porte ouverte. Stéphane rajusta sa veste de luxe et Manon persista à fixer le sol, incapable de croiser le regard de sa mère. Monique empoigna ses valises et quitta la maison. La pluie cinglante lui fouetta le visage, collant ses vêtements modestes à sa peau, muant le chemin de terre en un bourbier glissant. Un dernier regard en arrière lui montra ses 3 enfants sur la véranda, au sec, à l'abri, la regardant s'éloigner comme une intruse. Aucun ne bougea. Aucun ne l'appela. Aucun ne trahit le moindre remords. Monique leur tourna le dos et s'engagea sur le chemin de terre, sous le rideau de pluie, portant 2 valises dont le poids était bien moindre que celui qui écrasait son cœur. Mais dans l'une d'elles reposait la vieille boîte. Et dans cette boîte, un secret inimaginable pour ses enfants, un secret qui allait tout bouleverser. D'ici quelques jours, Chloé, Stéphane et Manon apprendraient qui était véritablement la femme qu'ils venaient de jeter dehors sous l'orage. Et cette révélation les frapperait avec une telle violence qu'ils ne se pardonneraient jamais leur cruauté de cette grise matinée. Monique ignorait depuis combien de temps elle avançait. La pluie avait saturé la moindre fibre de ses vêtements. Ses bras, endoloris par le poids des valises, la brûlaient, et le chemin de terre n'était plus qu'une mélasse qui emprisonnait ses vieilles chaussures. Chaque pas était une épreuve, non contre les éléments, mais contre le désir croissant de tout laisser tomber. Le paysage, noyé sous l'averse, était méconnaissable. Elle ne voyait pas à plus d'1 mètre. Avait-elle marché 1 heure ou 3? Son corps hurlait sa fatigue, mais son esprit était torturé par les paroles de ses enfants, « Ta vie est derrière toi. C'est notre tour. » Ses jambes se mirent à trembler. Monique tenta un pas de plus, mais son pied dérapa dans la boue. Elle s'effondra à genoux, les valises tombant à ses côtés. L'eau boueuse éclaboussa son visage, ses mains, tout son être. Une tentative pour se relever se solda par un échec, son corps refusait d'obéir. C'était comme si toute son énergie vitale l'avait quitté d'un coup. Au-delà de l'épuisement physique, il y avait le fardeau émotionnel de la journée. Assise là, dans la boue, sous le déluge, Monique laissa enfin ses larmes se mêler à la pluie. Elle pleura tout ce qu'elle avait contenu, l'ingratitude, la froideur, l'injustice. Elle pleura une vie entière consacrée à élever 3 personnes qui la rejetaient comme un rebut. Sa vue se voila. Pas seulement à cause de la pluie ou des larmes. Sa tête se mit à tourner, son corps à osciller. Elle sentit le malaise la gagner. Elle chercha un appui, une pierre sur le bas-côté, mais ses forces l'abandonnèrent. Elle bascula sur le côté, dans la boue, au milieu de ses valises.
Sa dernière vision fut celle du ciel gris, déversant ses larmes comme si le monde entier partageait son chagrin. Lorsqu'elle reprit conscience, le chemin avait disparu. Elle était dans un lit simple, sous des draps propres à l'odeur de savon de Marseille. Sa tête était lourde, son corps ankylosé, mais elle était au sec et au chaud. Monique cligna plusieurs fois des yeux, désorientée. La chambre était modeste, mur en bois, rideaux fleuris à la fenêtre, crucifix au mur. Une tentative de se redresser fut interrompue par une voix douce. « Ne bougez pas, madame, vous êtes encore faible. Reposez-vous. » En tournant la tête, Monique découvrit une femme d'une cinquantaine d'années au visage buriné par le travail, mais dont le sourire sincère irradiait la pièce. Elle lui tendit une tasse fumante. « Tenez, une tisane bien chaude. Ça vous requinquera. » Monique prit la tasse, ses mains tremblant. « Où suis-je » La femme s'assit au bord du lit. « Chez moi. Mon mari, Pierre, vous a trouvé inanimé sur la route. Nous vous avons ramené. » C'était il y a plusieurs heures. Les yeux de Monique s'emplirent à nouveau de larmes. Des larmes de gratitude, cette fois. Des inconnus lui avaient offert ce que ses propres enfants lui avaient refusé. Je ne saurais jamais comment vous remercier. La femme, Valérie, lui fit un sourire. Ne dites pas ça. On s'entraide. Que vous est-il arrivé? Seul sous un tel orage. Monique hésita. Comment raconter son histoire sans paraître pitoyable? Comment avouer avoir été chassée par ses enfants? Des soucis familiaux. J'ai dû partir précipitamment. Valérie, sentant un sujet sensible, n'insista pas. Eh bien, restez aussi longtemps qu'il le faudra. Ce n'est pas le grand luxe, mais vous aurez un toit et un repas chaud. Monique, observant cette chambre simple, cette humble maison, y trouva plus de chaleur et d'accueil que dans sa propre demeure ces dernières années. Je ne veux pas être un fardeau, je peux me rendre utile. Valérie sourit. Si vous en avez la force, votre aide sera la bienvenue. Il y a toujours à faire, la lessive, la cuisine. Ici, chacun met la main à la pâte. Les jours qui suivirent, Monique reprit des forces. Elle participait aux tâches domestiques avec Valérie. Une vie simple, mais une routine apaisante. Pierre, un homme de peu de mots qui travaillait dans une ferme voisine, rentrait chaque soir avec un sourire bienveillant et s'enquérait de sa santé. Le couple, sans enfant, la traitait comme un membre de leur famille. C'était à la fois une source de douleur et de guérison. Douleur de constater que des étrangers lui offraient ce que ses enfants lui refusaient, guérison de voir que la bonté existait encore. Un soir, seule dans le petit salon après que ses hôtes se furent couchés, Monique écoutait la pluie tambouriner sur le toit en tôle. Son regard se posa sur les 2 valises que Pierre avait rangées dans un coin de sa chambre. Elle se leva, prit la valise contenant la vieille boîte, et revint s'asseoir près de la fenêtre. Elle posa la boîte sur ses genoux. Tant d'années à fuir son contenu. De ses doigts tremblants, elle souleva le couvercle. À l'intérieur, des photographies jaunies, de vieux documents, des coupures de presse. La première photo lui serra le cœur. C'était elle, mais une version d'une autre vie. Une jeune femme éblouissante, richement vêtue, posant devant un immense manoir. À ses côtés, un couple à l'élégance raffinée. Ses parents. Des parents perdus de vue depuis des décennies, qui avaient préféré leur fortune à leur fille. Monique caressa la photo, se remémorant ce jour. C'était juste avant la catastrophe, juste avant le choix qui allait sceller son destin. Une autre photo la montrait avec un homme simple, arborant un sourire d'un bonheur pur et authentique. Le père de ses enfants. L'homme pour qui elle avait tout quitté. L'homme qu'elle avait choisi au détriment de la richesse. Il n'était plus là, emporté par la maladie quelques années plus tôt, mais son souvenir restait une braise chaude dans son cœur. « Ai-je bien fait ?» se demanda-t-elle, fixant la photo. L'amour valait-il un tel renoncement? Absorbée, elle n'entendit pas Valérie s'approcher. Réveillée par la soif, celle-ci avait vu la lumière et s'était arrêtée sur le seuil, observant Monique. Quelque chose dans ces vieilles photos l'intrigua. Ce n'était pas le monde des gens simples. Valérie s'avança avec précaution. « Madame Monique, c'est bien vous sur cette photo ?» Monique sursauta et tenta de refermer la boîte, mais il était trop tard. « C'est du passé, Valérie.
de vieilles histoires sans importance. Mais Valérie avait vu les larmes et la douleur sur le visage de son invité. Elle s'assit près d'elle, lui prenant la main. Le passé compte toujours, madame. Il nous a fait ce que nous sommes. Monique secoua la tête. Ce passé ne m'a apporté que du chagrin. Je préfère l'oublier. Valérie jeta un nouveau coup d'œil aux photos. Le manoir, les tenues, le port altier. Vous veniez d'un milieu aisé, n'est-ce pas? Monique referma la boîte avec un bruit sec, comme pour y sceller ses souvenirs. Oui. Mais j'ai choisi de partir. J'ai choisi une vie modeste avec l'homme que j'aimais. Valérie resta silencieuse un instant. Et votre famille, vos parents? Monique ravala ses larmes. Ils m'ont posé un ultimatum. Eux et leur argent, ou l'homme que j'aimais. J'ai choisi l'amour. Ils m'ont renié. Je ne les ai plus jamais revus. Valérie lui serra la main. Ce dut être terrible. Ce le fut. Mais je ne regrette rien. J'ai été heureuse, malgré la simplicité. J'ai eu 3 enfants merveilleux. C'est du moins ce que je croyais. Sa voix se cassa. Pierre, réveillé à son tour, les rejoignit. Un problème? Valérie se tourna vers lui. Pierre, Madame Monique a une histoire extraordinaire. Elle vient d'une grande famille, mais a tout abandonné par amour. Pierre regarda Monique avec un respect nouveau. J'ai toujours senti en vous une certaine distinction. Votre maintien, votre élocution. Je comprends mieux maintenant. Monique secoua la tête. Je n'ai rien de distingué. Je suis juste une mère qui a tout donné à ses enfants et qui a été mise au rebut. Valérie lui prit le visage entre ses mains. Vous êtes quelqu'un d'important. Et vos enfants le réaliseront. Il n'est jamais trop tard. Monique esquissa un sourire triste. Je crains qu'il ne le soit, Valérie. Ils m'ont clairement signifié qu'ils ne voulaient plus de moi. Pierre croisa les bras, songeur. C'est souvent ainsi. On ne prend conscience de la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues. Monique remit la boîte dans sa valise, mais les images et les souvenirs restaient gravés dans son esprit. Ce passé qu'elle avait tenté d'oublier venait de ressurgir avec une force nouvelle. Et pour la première fois en 40 ans, elle se demanda si elle n'avait pas fait une erreur. Si elle était restée, ses enfants auraient-ils eu une vie meilleure? L'auraient-ils traité avec moins de mépris s'ils avaient su la vérité? Trop tard pour les regrets. Ou peut-être pas. Car au même moment, dans une autre ville, un avocat distingué recherchait activement une certaine Monique Cavalcante. Et sa découverte allait tout changer. Chloé, sur la véranda, contemplait la propriété avec l'avidité d'une femme d'affaires. 4 jours s'étaient écoulés depuis l'expulsion de sa mère, et le remords ne l'avait pas effleurée. Au contraire, elle se sentait soulagée, libérée de ce poids, de cette femme dramatique et de sa posture de victime. Stéphane, à ses côtés, fumait une cigarette hors de prix, les yeux rivés sur son smartphone professionnel. À l'intérieur, Manon mettait en carton les maigres biens de leur mère, destinés au rebut. Aucun d'eux n'avait cherché à savoir ce qu'il était advenu de Monique. Ils s'en désintéressaient totalement. C'est alors qu'un nuage de poussière sur le chemin de terre attira leur attention. Une berline noire de luxe, incongrue dans ce décor rural, approchait lentement. Chloé fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être? L'agent immobilier n'était attendu que le lendemain. Stéphane releva la tête de son écran. La voiture s'immobilisa devant la maison. Un homme d'une 60aine d'années en descendit. Costume impeccable, mallette en cuir, lunettes de créateur. Il dégageait une autorité naturelle. Il consulta un document, puis se dirigea d'un pas assuré vers la véranda. Bonjour. Je cherche Madame Monique Cavalcante. Est-ce bien ici? Chloé, déconcertée, répondit, Cavalcante? Non, ma mère s'appelle Monique Silva. L'avocat car c'en était un, à n'en pas douter ajusta ses lunettes et relut son papier. Monique Silva est peut-être son nom d'usage, mais son nom de naissance est Monique Cavalcante. Est-elle présente? Stéphane s'interposa, soupçonneux. Qui êtes-vous et que lui voulez-vous? L'homme lui tendit une carte de visite. Maître Jean Dubois, avocat spécialisé en droit des successions.
Je représente la famille Cavalcante depuis plus de 30 ans. Chloé prit la carte, la lut, et sentit un malaise l'envahir. Cavalcante. Ce nom lui disait quelque chose, mais impossible de le situer. Maître Dubois, ma mère n'a jamais porté ce nom. Toujours Silva. L'avocat soupira, comme s'il s'apprêtait à une révélation pénible. C'est qu'elle y a renoncé en quittant le domicile familial il y a des décennies. Mais légalement, son nom demeure Cavalcante. Et je dois impérativement m'entretenir avec elle. Au sujet d'un héritage. Le mot tomba comme une enclume. Héritage? Quel héritage? Manon, qui avait entendu, les rejoignit sur le seuil. Maître Dubois cala sa mallette sous son bras. Les parents de Monique Cavalcante, Auguste et Victoire Cavalcante, sont décédés il y a peu. Leur testament stipule expressément que l'on retrouve leur fille, perdue de vue depuis plus de 40 ans. Chloé sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Vous voulez dire que ma mère est la fille de gens riches? L'avocat la fixa avec la lassitude de celui qui a trop souvent vu des familles s'entre-déchirer pour l'argent. Pas seulement riches. Les Cavalcantes sont l'une des plus anciennes et plus riches familles du pays. Ils possèdent des usines, des propriétés, des investissements. Le patrimoine en jeu dépasse les 100 millions d'euros. Un silence de mort s'installa. La cigarette de Stéphane lui échappa des doigts. Chloé dut s'agripper à un poteau pour ne pas défaillir. Manon porta les mains à sa bouche, horrifiée. 100 millions d'euros. Leur mère, cette femme simple qui raccommodait de vieux vêtements et comptait chaque sou, était l'héritière de 100 millions d'euros. C'était un cauchemar, une farce, une arnaque. Stéphane retrouva le premier la parole. C'est absurde. Notre mère a toujours été sans le sou, vivant de son travail de couturière dans cette petite maison de campagne. Comment pourrait-elle hériter d'une telle fortune? Maître Dubois ouvrit sa mallette. Laissez-moi vous expliquer. Monique est née dans l'opulence. Elle a reçu la meilleure éducation. Mais à 20 ans, elle est tombée amoureuse d'un homme que sa famille jugeait indigne. Un homme simple, un ouvrier, sans fortune. Ses parents lui ont donné le choix, rompre et garder sa place dans la famille, ou partir sans rien. Le cœur de Chloé battait à tout rompre. Et elle a choisi cet homme. Elle est partie. L'avocat opina. Elle a choisi l'amour. Elle a quitté sa maison avec ses seuls vêtements. Ses parents espéraient la voir revenir, brisée et repentante. Elle n'est jamais revenue. Elle a refait sa vie, s'est mariée, vous a eu. Stéphane échangea un regard avec ses sœurs. L'homme qu'elle a choisi. C'était papa. L'avocat confirma. Précisément. Et pendant toutes ces années, ses parents, Auguste et Victoire, n'ont jamais cessé de la chercher. Mais Monique avait changé de nom, de vie. Elle était devenue intraçable. Une rage sourde monta en Chloé, mêlée de désespoir. Leur mère était riche, et ils avaient vécu toute leur vie dans la croyance de leur pauvreté, luttant pour chaque chose, alors que la richesse était à portée de main. Mais si elle a coupé les ponts il y a si longtemps, pourquoi cet héritage surgit-il maintenant? Maître Dubois referma sa mallette. Parce qu'avant de mourir, Auguste et Victoire se sont repentis. Leur testament est un acte de réconciliation. Ils reconnaissent qu'elle avait raison, que l'amour est plus précieux que l'argent, et ils lui lèguent tout, implorant son pardon pour leur dureté passée. Manon demanda timidement, et Madame Monique est au courant? L'avocat secoua la tête. Pas encore. Je n'ai pas pu la joindre. L'adresse de cette propriété était ma seule piste. La panique s'empara de Chloé. Ils avaient chassé une héritière de 100 millions d'euros. Ils avaient mis leur mère à la porte sous un orage, la croyant démunie. Et maintenant? Si elle ne voulait plus jamais les revoir? Si elle léguait tout à des étrangers? Stéphane tenta de masquer sa propre panique. Notre mère est partie en voyage il y a quelques jours. Pour des raisons personnelles. L'avocat fronça les sourcils. En voyage où? Nous l'ignorons. Elle n'a pas laissé d'adresse. Le mensonge était si fluide que Chloé elle-même en fut surprise. Mais Maître Dubois n'était pas né de la dernière pluie. L'odeur des conflits familiaux lui était familière. Je vois. Et quand rentre-t-elle? Nous ne savons pas. Cela peut prendre du temps.
L'avocat tendit une autre carte à Chloé. À son retour, je vous prie de lui demander de me contacter de toute urgence. Le règlement de la succession ne peut attendre. Chloé prit la carte, la main moite. Entendu, nous le ferons. Le regard de Maître Dubois balaya la scène, les cartons contenant les affaires de Monique, l'air glacial des 3 enfants. Il avait tout compris. Une autre famille qui ne réalise la valeur de ce qu'elle a qu'une fois qu'elle l'a perdu. Il en avait vu des centaines. J'ose espérer que lorsque vous la retrouverez, vous lui témoignerez le respect qu'elle mérite. Une femme qui renonce à 100 millions d'euros par amour est une perle rare. Il repartit, les laissant stupéfaits sur la véranda. Dès que la voiture noire eut disparu, Chloé s'effondra. 100 millions d'euros. Maman est l'héritière de 100 millions d'euros. Et nous l'avons mise dehors. Stéphane, le visage entre les mains, était au bord des larmes. Quelle erreur avons-nous commise? Manon éclata en sanglots. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était mal de la traiter ainsi. Chloé se releva brusquement, l'air mauvais. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Nous devons la retrouver. Stéphane approuva. Et vite. Avant qu'elle ne nourrait de sa vie. Ils se précipitèrent à l'intérieur, s'emparant de leur téléphone. Voisins, parents éloignés, tous ceux qui auraient pu croiser Monique furent contactés. En vain. Personne ne l'avait vue. La terre semblait l'avoir avalée depuis cet orage, 4 jours plus tôt. La panique de Chloé s'intensifia. Et si? Si un malheur lui était arrivé? Stéphane devint livide. Ne dis pas de bêtises. Manon, effondrée sur le canapé, pleurait à chaudes larmes. On l'a chassée sous la pluie, et maintenant elle a disparu. C'est à cet instant précis qu'ils mesurèrent l'abîme de leur faute. Ce n'était plus une question d'argent. C'était la prise de conscience d'avoir rejeté une femme qui avait sacrifié une fortune pour eux. Une femme qui avait vécu des décennies dans l'ombre, travaillant sans relâche, sans jamais révéler qu'elle aurait pu mener une vie de reine. Monique avait choisi la pauvreté par amour pour son mari et ses enfants. Et en retour, ses enfants l'avaient traitée comme une ordure. Chloé se mit à appeler les hôpitaux, les postes de police, cherchant une femme de 68 ans admise récemment. Rien. Monique s'était volatilisée. Et pendant que ses enfants s'enfonçaient dans le désespoir, dans une humble maison à des kilomètres de là, Monique aidait Valérie en cuisine, ignorant tout du bouleversement qui l'attendait, et ignorant que les enfants qui l'avaient renié la cherchaient désormais avec l'énergie du désespoir, non par amour, mais pour 100 millions de raisons. Chloé passa une nuit blanche, les mots « 100 millions d'euros »,« mère riche »,« héritage », tournant en boucle dans sa tête. Comment la femme qu'ils avaient chassée 4 jours plus tôt pouvait-elle valoir plus que tous leurs rêves réunis? Comment avait-elle pu garder un tel secret? Stéphane n'était pas en meilleur état. Une demi-bouteille de whisky n'avait pas suffi à calmer son angoisse. Plus il buvait, plus la culpabilité le rongeait. Une culpabilité née non de l'amour filial, mais de la peur panique d'avoir laissé filer une fortune. Manon pleurait dans sa chambre, son chagrin mêlé de peur. Peur que sa mère ne revienne jamais, peur d'avoir commis l'irréparable. Le lendemain matin, la voiture de Maître Dubois réapparut. Chloé se précipita à sa rencontre. « Maître, avez-vous retrouvé ma mère ?» L'avocat entra, le visage grave. « Non. Mais j'ai des choses importantes à vous dire. » Stéphane et Manon les rejoignirent. L'avocat s'assit, étalant des documents sur la table. « J'ai étudié le dossier de Monique Cavalcante toute la nuit. J'ai découvert des éléments que vous devez connaître. » Chloé, au bord de son siège, était toute oui. « Lesquels ?» Maître Dubois prit une profonde inspiration. « Vous savez que votre mère a renoncé à une fortune pour votre père. Mais vous ignorez l'ampleur de ce renoncement. » Le silence se fit. L'avocat poursuivit. Monique n'était pas seulement riche. Elle était brillante. Diplômée d'une grande école de commerce, polyglotte. Elle était destinée à diriger l'empire familial. Un avenir doré l'attendait, avec un mariage arrangé et une vie de luxe. Elle a tout plaqué. Une sensation étrange étreignit Stéphane. Pourquoi? Pourquoi un tel sacrifice? L'avocat eut un sourire mélancolique. Parce qu'elle a rencontré votre père,
un simple ouvrier sur l'un des domaines des Cavalcantes. Ce fut le coup de foudre. Ses parents, furieux, lui ont posé cet ultimatum, eux et leur argent, ou lui, sans un sou. Manon murmura, les yeux pleins de larmes, et elle a choisi papa. Précisément. Elle est partie sans rien. Ses parents étaient persuadés qu'elle reviendrait, brisée. Elle n'est jamais revenue. La gorge de Chloé se noie. Qu'a-t-elle fait ensuite? Maître Dubois consulta un document. D'après les rapports des enquêteurs de l'époque, elle s'est installée avec votre père dans une petite maison. Il était maçon. Elle a commencé à prendre des travaux de couture. Il vivait de peu, très modestement. Et jamais elle ne s'est plainte, jamais elle n'a recontacté ses parents. Stéphane secoua la tête, incrédule. Maman a toujours été si fière, si indépendante. Je comprends mieux. L'avocat continua. Plus tard, à votre naissance, les rapports indiquent que Monique travaillait jour et nuit pour joindre les deux bouts. Votre père faisait de son mieux, mais son salaire était maigre. C'est le travail de Monique qui a fait vivre cette famille. Une vague de honte et de colère submergea Chloé. Honte de leur conduite, colère de cette ignorance. Pourquoi ne nous a-t-elle jamais rien dit? Le regard de Maître Dubois était empreint d'une infinie tristesse. Peut-être par pudeur. Ou peut-être ne voulait-elle pas que vous grandissiez avec le poids de son sacrifice. Elle voulait que vous appréciiez la valeur de ce que vous aviez, pas de ce qu'elle avait perdu. Manon sanglota. Et nous l'avons remerciée en la chassant. L'avocat ne dit rien. Tout était dit. Stéphane, à la fenêtre, regardait le vide. Maître Dubois, y a-t-il autre chose? L'avocat hésita. Oui. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêt. Chloé se redressa. Dites-nous tout. Nous devons savoir. L'avocat sortit un autre rapport. Celui-ci date de quelques années. Les enquêteurs avaient retrouvé la trace de Monique. Elle a refusé tout contact. Elle a affirmé avoir fait son choix et ne rien regretter. Mais elle a chargé les enquêteurs d'un message pour ses parents. Lequel? Demanda Chloé. Maître Dubois lut, elle leur a fait savoir qu'elle leur pardonnait leur dureté, qu'elle comprenait leur désir de la protéger, et qu'elle était heureuse. Elle a ajouté que ses 3 enfants étaient sa plus grande richesse. Un silence de mort tomba sur la pièce. Cette phrase les frappa en plein cœur. Elle les avait qualifiés de « plus grande richesse » et eux l'avaient traité comme un fardeau. Stéphane s'effondra contre le mur, anéanti. Nous ne la méritons pas. Chloé cacha son visage dans ses mains. Nous ne l'avons jamais méritée. Manon s'était à nouveau réfugiée dans sa chambre. Maître Dubois rangea ses papiers. Une dernière chose. Avant de mourir, les parents de Monique lui ont écrit des lettres. Des lettres? Des lettres de pardon. Ils y reconnaissaient son courage, la supériorité de l'amour sur l'argent, et imploraient son pardon pour leur froideur. Stéphane, les yeux rougis, le fixa. Et elle ne l'a jamais su. Jamais. Ses parents n'ont eu le courage d'écrire qu'à la fin de leur vie, et ils sont morts avant d'avoir pu les posters. Une douleur physique tordit les entrailles de Chloé. Maman a vécu toute sa vie en se croyant haïe de ses parents, alors qu'ils l'aimaient. Maître Dubois acquiesça. Exactement. Et ils lui ont tout légué, à une seule condition. Laquelle? Demanda Chloé. Qu'elle dispose de cet argent comme bon lui semblerait. Qu'elle vive enfin la vie qu'elle méritait. Libre et heureuse. Stéphane se passa les mains sur le visage. Et nous lui avons volé ça aussi. Nous lui avons volé sa chance de trouver la paix. C'est alors que Manon réapparut, tenant une vieille boîte. J'ai trouvé ça dans la chambre de maman, au fond de l'armoire. Chloé la dévisagea. Qu'est-ce que c'est? Manon l'ouvrit. Des lettres. Des dizaines de lettres de maman. Maître Dubois s'approcha. Puis-je? Manon les lui confia. En les lisant, son expression changea radicalement. Grand Dieu! Qu'y a-t-il? Demanda Stéphane, affolé. Ce sont des lettres de Monique à ses parents. Écrites pendant des années. Jamais envoyées. Chloé en prit une et se mit à lire à voix haute, sa voix tremblante. Cher papa et maman,
voilà aujourd'hui 10 ans que je suis parti. Je ne regrette rien. Mon mari est un homme bon, mes enfants sont en bonne santé. Mais vous me manquez. Les discussions avec maman, les conseils de papa. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez. J'espère que vous comprendrez que j'ai choisi l'amour, et que cela ne diminue en rien mon amour pour vous. La voix de Chloé s'étrangla. Elle poursuivit. Chloé devient une belle jeune fille intelligente. Stéphane est un schnappant au grand cœur. Manon vient de naître, elle est parfaite. J'aimerais tant que vous connaissiez vos petits-enfants. Mais je comprends votre décision. Je voulais juste que vous sachiez que je suis heureuse. Pauvre, mais heureuse. Stéphane lui arracha la lettre des mains et lut la fin. Et le jour de ma mort, je veux que mes enfants sachent qu'ils ont été aimés, que je leur ai tout donné, et que je ne regrette aucun de mes choix. Car j'ai choisi l'amour, et l'amour vaut toutes les fortunes du monde. Il jeta la lettre et s'enfuit de la maison. Chloé en prit une autre, plus récente. Elle la lut à voix basse. Cher papa et maman, si vous lisez ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je veux que vous sachiez que je vous ai toujours aimé. Sans rancune. J'ai compris votre désir de me protéger. Et en regardant mes propres enfants, je le comprends encore mieux. On veut toujours le meilleur pour ceux qu'on aime. Pour vous, c'était l'argent. Pour moi, l'amour. Qui avait raison? Peu importe aujourd'hui. L'important est que j'ai vécu une vie honnête, que j'ai élevé 3 enfants merveilleux, et que je ne changerai rien. J'ai aimé, vraiment. Et ça, personne ne peut me le prendre. Chloé ne put aller plus loin. Manon prit le relais, la voix brisée par les sanglots. PS. Si mes enfants trouvent un jour ces lettres, je veux qu'ils sachent qu'ils ont été ma plus grande richesse. Que chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque privation, tout en valait la peine grâce à eux. J'espère avoir été une bonne mère. J'espère leur avoir appris que le caractère prime sur l'argent. Je vous aime pour l'éternité, maman. Manon s'effondra. On l'a mise à la porte, on l'a traitée de fardeau, on lui a dit que sa vie était finie, et elle écrivait ça. Que nous étions sa plus grande richesse. Chloé, elle aussi, était secouée de sanglots. Que avons-nous fait? Maître Dubois rangea les lettres avec soin. Ce que beaucoup font. Vous n'avez pris conscience de sa valeur qu'en la perdant. Maintenant, vous devez la retrouver et lui demander pardon. Sincèrement. Pas pour l'héritage, mais parce que c'est votre devoir. Stéphane rentra, le visage ravagé. Il faut retrouver maman. Tout de suite. Chloé acquiesça. Sans plus tarder. Ils repartirent en trombe, sillonnant la campagne, questionnant tout le monde. Hôpitaux, gendarmerie, voisins. Rien. Monique restait introuvable. Et à chaque échec, leur désespoir grandissait. Ce n'était plus l'argent qui les motivait, mais la prise de conscience de leur monstruosité. Ils n'avaient pas chassé une mère. Ils avaient chassé un ange qui avait renoncé au paradis pour eux. Chloé conduisait à tombeau ouvert, les yeux brûlés par les larmes, passant des appels frénétiques. Stéphane, à ses côtés, la tête entre les mains, se répétait que tout était de sa faute. Manon, à l'arrière, scrutait le bord de la route, espérant un miracle. 4 jours sans nouvelles. C'est en revenant vers la maison, anéantis, qu'ils aperçurent Madame Denise, la vieille voisine, qui les attendait à son portail. Elle connaissait Monique depuis son arrivée dans la région, des décennies plus tôt. Chloé freina brusquement. Madame Denise. Avez-vous vu ma mère? La vieille femme les dévisagea avec un mélange de pitié et de dégoût. Oui. Le jour où vous l'avez mise à la porte. Chloé sentit ses jambes se dérober. Vous avez vu? Madame Denise croisa les bras. Tout. Je vous ai vu, sur votre véranda, au sec, pendant qu'elle partait sous le déluge. Je l'ai vu tomber dans la boue. Et je vous ai vu, tous les 3, immobiles, sans lever le petit doigt. Stéphane s'avança, la honte au cœur. Madame Denise, nous la cherchons. Nous devons lui parler. La vieille femme eut un rire amer. Maintenant? 4 jours après l'avoir jetée dehors comme une malpropre? Chloé tenta de se justifier. Vous ne comprenez pas. Nous avons appris des choses.
Des choses importantes. Madame Denise secoua la tête. Vous avez appris qu'elle avait de l'argent, c'est ça? Chloé blêmit. Comment? Votre mère m'a tout raconté il y a bien longtemps. J'étais sa confidente. Le choc fut brutal. Leur mère s'était confiée à la voisine, mais pas à eux. Madame Denise poursuivit, implacable. Monique m'a parlé de sa famille, de son héritage, de son choix. Elle m'a fait jurer de ne jamais vous en parler. Elle disait que vous deviez apprendre la vraie valeur des choses. Manon s'approcha. Quoi d'autre? La vieille femme soupira. Des choses que vous auriez dû voir par vous-même. Savez-vous combien de fois j'ai vu Monique se priver de nourriture pour vous? Stéphane la regarda, hébété. Se priver. Madame Denise le foudroya du regard. Combien de fois suis-je venu lui apporter un plat, et elle me disait avoir déjà mangé, alors que je voyais son assiette vide? Combien de fois a-t-elle prétendu ne pas avoir faim pour que vous ayez plu? Chloé sentit son cœur se fendre. Maman avait faim? La voisine était sans pitié. Pendant des années. Surtout à votre adolescence. Elle se levait aux aurores pour coudre, sautait des repas, portait les mêmes habits élimés pendant des années. Pour vous. Et votre récompense? La traiter de fardeau. Stéphane se couvrit le visage, secoué de sanglots. Nous ne savions pas. Madame Denise s'avança. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais cherché à savoir. Vous ne vous êtes jamais soucié d'elle. Manon tomba à genoux. De grâce, Madame Denise, nous avons eu tort. Nous le savons. Mais aidez-nous à retrouver ma mère. Le regard de la vieille femme s'adoucit légèrement. Il y a autre chose que vous devez savoir. Chloé releva la tête. Quoi? Madame Denise inspira. Quand Chloé est entrée à la fac, vous vous souvenez? Chloé était perdue. Oui. Maman avait dit avoir économisé. La voisine secoua la tête. Un mensonge. Elle a vendu les bijoux de son mariage, les seuls objets de valeur qu'elle possédait. Pour payer tes études. Chloé eut le vertige. Ces bijoux. Madame Denise confirma. Oui. Et Stéphane, quand tu as eu besoin d'argent pour monter ton cabinet? Stéphane tremblait. Maman a dit qu'elle avait des économies. Des économies? Elle a vendu son alliance de mariage. L'alliance que votre père lui avait offerte. Le seul souvenir matériel qu'elle avait de lui. Pour toi. Stéphane s'écroula, secoué de sanglots incontrôlables. L'alliance de papa. Pour moi? La voisine ne lui laissa aucun répit. Oui. Et Manon, pour ton mariage? D'où croyais-tu que l'argent venait? Manon, déjà au comble du désespoir, sanglotait, non. Pitié. Madame Denise acheva, elle a contracté un prêt. Un prêt qu'elle remboursait encore le jour où vous l'avez chassée. 3 ans à payer pour le mariage d'une fille qu'il a traitée comme une moins que rien. Chloé s'effondra à son tour. Les trois gisaient là, unis dans leur chagrin et leur honte. Madame Denise les regarda avec un mélange de pitié et de colère. Et le pire. Stéphane releva un visage défait. Il y a pire? Elle acquiesça. Oui. Il y a un mois, Monique a reçu une lettre. Je l'ai vue pleurer en la lisant. C'était de ses parents. Il la cherchait, voulait se réconcilier, lui parlait de l'héritage. Chloé devint livide. Elle savait? Depuis un mois? Madame Denise confirma. Elle savait. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a rangé la lettre et a continué sa vie. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Qu'elle avait tout ce qu'elle désirait, vous trois. Le silence qui suivit fut plus lourd que le plomb. Monique était au courant de sa fortune depuis un mois. Elle aurait pu tout plaquer. Elle avait choisi de rester. Et un mois plus tard, ses enfants l'avaient chassée. Stéphane haletait. Nous sommes des monstres. Pire que des monstres. Chloé s'agrippa à la jupe de Madame Denise. S'il vous plaît. Savez-vous où elle est? La vieille femme secoua la tête. Non. Et si vous la retrouvez,
vous ne méritez pas son pardon. Manon se releva, chancelante. Nous le savons. Mais nous devons essayer. Lui demander pardon. Lui dire que nous savons tout. Ils rentrèrent, anéantis. Ils se mirent à fouiller la maison, cherchant d'autres indices, d'autres pièces du puzzle de la vie de leur mère. Ils trouvèrent de vieux carnets de comptes, des années d'économie de bouts de chandelle, avec des annotations déchirantes. Je sautais mon déjeuner pour que les enfants aient assez à manger. Je cousais jusqu'à 3 heures du matin pour payer l'école. J'ai vendu ma dernière boucle d'oreille pour acheter des médicaments pour Stéphane. Chloé découvrit un dossier contenant les relevés du prêt pour le mariage de Manon. Chaque échéance honorée, au prix de quel sacrifice? Il y avait aussi des photos de Monique jeune et insouciante, dans un monde de luxe qu'elle avait abandonné. Et une photo de son mariage, robe simple, décor modeste, mais un sourire d'un bonheur éclatant. Stéphane trouva de vieilles lettres de leur père, pleines d'un amour simple et sincère, et les brouillons des réponses de Monique, jamais envoyées. Dans l'une d'elles, mon amour, notre vie est dure, je sais. Mais je ne regrette rien. J'échangerai 1000 fortunes contre un jour à tes côtés. Toi et nos enfants, vous êtes mon seul trésor. Il lisait et pleurait et lisait. Manon tomba sur un journal intime. Elle lut une page au hasard. Aujourd'hui, Chloé m'a dit que j'étais une rabat-joie parce que je lui ai interdit de sortir en pleine nuit. Ça m'a blessé, mais c'est l'adolescence. Elle ne comprend pas que je m'inquiète, que je l'aime plus que tout. Un jour, elle comprendra. Un jour, ils comprendront tous. Manon serra le journal contre elle, secouée de sanglots. Maman croyait en nous. Et quand elle a eu le plus besoin de nous, nous lui avons prouvé que nous n'avions jamais rien compris. Ils passèrent l'après-midi à exhumer les preuves de l'amour de leur mère et de leur propre ingratitude. Chaque tiroir ouvert était une blessure nouvelle. Au crépuscule, ils étaient assis au milieu de ce champ de ruines émotionnelles. Chloé brisa le silence. Nous devons la retrouver. Pas pour l'argent. Parce que c'est notre devoir. Stéphane approuva. Même si ça prend toute une vie, nous devons lui demander pardon. Manon murmura, et si elle refuse? Chloé répondit avec une fermeté nouvelle, alors nous l'accepterons. Parce que nous ne le méritons pas. Mais nous devons essayer. Le téléphone de Chloé sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha, le cœur au bord des lèvres. Allô? Une voix d'homme. Chloé? C'est Pierre. Un voisin. Madame Denise m'a donné votre numéro. Le cœur de Chloé s'arrêta. Vous? Ma mère? Chloé manqua de lâcher le téléphone. Vous savez où est ma mère? La voix de Pierre était hésitante. Oui. Elle est chez moi. Je l'ai trouvée évanouie sur la route il y a quelques jours. Le cœur de Chloé s'emballa. Elle va bien? Oui. Ma femme Valérie s'est bien occupée d'elle. Mais attention. Votre mère ne veut pas vous voir. Stéphane s'empara du téléphone. Monsieur, je vous en supplie, nous devons la voir. C'est vital. Pierre soupira. Je vous donne l'adresse. Mais je ne vous promets rien. Ils repartirent en trombe. La maison de Pierre était à 1 heure de route, dans un coin encore plus reculé. Une petite ferme en Normandie, avec une cour en terre battue où picoraient quelques poules. Chloé descendit, tremblante. Stéphane était livide. Manon pleurait déjà. Pierre leur ouvrit. Son regard était un réquisitoire. Elle est là. Mais je vous préviens, si vous la faites souffrir, vous aurez affaire à moi. Ils entrèrent dans le petit salon. Monique était assise près de la fenêtre, cousant un vêtement. Elle leva les yeux, les vit. Aucune émotion ne troubla son visage. Ni colère, ni joie. Juste un regard vide, avant de se replonger dans son ouvrage. Que voulez-vous? Sa voix était un souffle de glace. Chloé s'avança, chancelante. Maman, il faut qu'on te parle. Monique ne leva pas la tête. Nous n'avons plus rien à nous dire. Stéphane s'agenouilla. Maman, je t'en prie, écoute-nous. Monique posa sa couture et le fixa. Écoutez quoi? Vous avez tout dit le jour où vous m'avez chassé.
Manon s'effondra en larmes. Maman, on a eu tort. Tellement tort. Monique les regarda, son calme plus effrayant que la fureur. Tort? Est-ce tout? Vous m'avez traité de fardeau, dit que ma vie était finie. Vous m'avez jeté dehors sous un déluge. Et maintenant, un simple on a eu tort devrait suffire? Chloé tomba à genoux à son tour. Maman, on a tout découvert. Tes parents, l'héritage. Monique ne s'y a pas. C'est donc ça? L'argent? Stéphane secoua la tête, désespéré. Non. C'est parce qu'on a découvert qui tu es vraiment. Monique eut un rire sans joie. Qui je suis? J'ai toujours été la même. Sauf que maintenant, vous savez que j'ai de l'argent. Manon rampa à ses pieds. Non, maman. On a trouvé les lettres. Celles que tu n'as jamais envoyées. On sait pour les bijoux, l'alliance, le prêt. Monique ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils brillaient de larmes contenues. Vous avez fouillé dans ma vie. Stéphane murmura, pardonne-nous, maman. Mais nous devions comprendre. Monique se leva, les dominant de toute sa hauteur. Comprendre quoi? Que je vous aimais? Vous auriez dû le voir quand je veillais sur vos fièvres, quand je cousais jusqu'au bout de la nuit pour vos caprices, quand je me privais pour vous nourrir. Mais non. Il a fallu que vous découvriez que j'avais renoncé à 100 millions d'euros. Chloé sanglotait. Maman, Madame Denise nous a tout dit. Que tu avais faim, que tu as tout vendu. Monique regarda au loin, la voix lasse. Et ça change quoi, Chloé? Tu m'as toujours trouvée ennuyeuse. Stéphane, tu as toujours eu honte de moi. Manon, tu as préféré suivre tes aînés plutôt que de me défendre. Chaque mot était une vérité qui blessait. Stéphane se releva, le visage décomposé. On a appris que tu savais pour l'héritage. Depuis un mois. Monique se retourna lentement. C'est exact. Et savez-vous ce que j'ai fait de la lettre de l'avocat? Je l'ai mise dans un tiroir. Parce que je ne voulais pas de l'argent. Je vous voulais, vous. Chloé s'abandonna à un chagrin sans fond. Tu avais 100 millions qui t'attendaient, et tu nous as choisis. Et nous, on t'a chassé. Monique essuya une larme. Je vous ai toujours choisi. Depuis le jour où j'ai quitté mes parents. Toujours. Et vous, quand m'avez-vous choisi? Le silence fut leur seule réponse. Une réponse écrasante. Jamais. Manon s'agrippa à elle. Maman, je sais qu'on ne mérite pas ton pardon. Qu'on a été les pires enfants du monde. Mais on t'en supplie. Laisse-nous une chance de nous racheter. Monique la regarda. Me racheter comment? En me rendant mes nuits blanches, mes repas sacrifiés, la dignité que vous m'avez volée? Stéphane, la voix brisée, intervint, on ne peut pas effacer le passé. Mais on peut essayer d'être meilleur. Monique secoua la tête. Je ne veux pas que vous soyez meilleur par peur de perdre l'héritage. Je veux que vous le soyez parce que vous avez appris ce qu'est le caractère. Chloé, relevant un visage baigné de larmes, la regarda dans les yeux. Tu as raison. On a compris qu'en perdant tout. On a compris qu'avec l'argent. C'est immonde. Nous sommes immondes. Monique se rassit, accablée. Vous voulez mon pardon? Que je retourne dans cette maison comme si de rien n'était. Ils se regardèrent. Chloé parla, non, maman. Cette maison n'a jamais été à ta hauteur. Stéphane ajouta, nous voulons que tu acceptes cet héritage. Que tu vives enfin la vie que tu mérites. Manon conclut, et si un jour tu peux nous pardonner, nous attendrons. Même si ça prend des années. Le visage de Monique s'adoucit imperceptiblement. Valérie apparut, un verre d'eau à la main. Pierre et moi en avons discuté avec Madame Monique. Elle va rester ici encore quelques jours pour réfléchir. Revenez plus tard. Chloé se leva. Pourrons-nous appeler? Oui. Mais respectez son silence. Il s'apprêtait à partir quand la voix de Monique les cloua sur place. Vous savez ce qui vous différencie de mes parents? Stéphane se retourna. Quoi, maman? Monique les regarda,
les larmes coulant enfin. Mes parents m'ont posé un ultimatum parce qu'ils croyaient me protéger d'une erreur. Vous m'avez chassé parce que j'étais un obstacle. Mes parents ont péché par amour. Vous, par égoïsme. C'est toute la différence. La phrase résonna comme un coup de fouet. Ils partirent, anéantis, sachant que le chemin de la rédemption serait long et douloureux. 3 mois s'écoulèrent. 3 mois de contact téléphonique hebdomadaire, bref et formel. Chloé, Stéphane et Manon prenaient des nouvelles. Monique répondait poliment, sans chaleur, sans colère. Une distance courtoise, plus cruelle qu'une dispute. Il respectait son silence, n'insistait pas, se contentant de marquer leur présence, leur attente. Puis un jour, Monique les appela. Elle voulait les voir, tous les trois, chez Pierre. Elle avait une annonce importante à faire. Ils arrivèrent, le cœur serré d'appréhension. Pardon ou rupture définitive. Elle était assise à sa place habituelle, mais une nouvelle sérénité illuminait son visage. Elle attendit qu'il soit installé. Sa voix était calme. J'ai accepté l'héritage. J'ai signé les documents chez Maître Dubois. Les 100 millions d'euros sont désormais miens. Il ne dit rien. L'argent n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était de voir leur mère accepter enfin ce qui lui revenait de droit. Elle poursuivit. J'ai pris des décisions. Premièrement, je vais donner 50 millions pour la construction d'un hôpital communautaire, pour que les plus démunis soient soignés avec dignité. Il portera le nom de mes parents, l'hôpital Victoire et Auguste. Manon murmura, les yeux humides, c'est merveilleux, maman. Monique acquiesça. Ils ont eu tort, mais ils ont tenté de se racheter. Je veux honorer leur mémoire. Deuxièmement, 10 millions iront à la création d'une fondation pour aider les femmes à se reconstruire. Celles qui ont été rejetées, abandonnées. Je sais ce qu'elles endurent. Stéphane, ému, demanda, et le reste, maman? Monique les regarda, un mélange d'amour et de tristesse dans les yeux. Le reste, je l'ai partagé en 4. 10 millions pour chacun de vous. 10 millions pour moi. Chloé secoua la tête. Maman, nous ne le méritons pas. Monique leva la main. Je sais. Vous l'avez dit vous-même. Je ne vous donne pas cet argent parce que vous le méritez. Je vous le donne parce que je suis votre mère. Et une mère aime, même quand on ne l'aime pas en retour. Stéphane, en larmes, cacha son visage dans ses mains. Monique continua, la voix plus ferme. Mais il y a des conditions. 3 conditions, non négociables. Ils la regardèrent, prêts à tout. Première condition, vous ne toucherez pas à cet argent avant 1 an. Et pendant cette année, vous travaillerez. Chloé, perplexe, demanda, où ça, maman? Monique la fixa. Toi, Chloé, tu travailleras dans un restaurant solidaire. Tu serviras les sans-abri, tu feras la plonge, tu nettoieras les tables. Sans te plaindre. Chloé déglutit, mais acquiesça. Je le ferai. C'est promis. Monique se tourna vers Stéphane. Toi, tu travailleras sur un chantier de construction. Tu porteras des sacs de ciment, tu gâcheras du mortier. Tu connaîtras la pénibilité du travail manuel. Stéphane accepta sans hésiter. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Et toi, Manon? Monique regarda sa cadette. Tu feras du soutien scolaire dans un quartier défavorisé. Tu enseigneras à des enfants qui n'ont rien. Tu comprendras la chance que tu as eue. Manon pleurait. J'irai, maman. Je le ferai de tout mon cœur. Deuxième condition, poursuivit Monique. Pendant cette année, vous vivrez ensemble dans une petite maison de campagne. Sans luxe, sans confort. Vous apprendrez à gérer un budget, à cuisiner, à nettoyer. Vous vivrez ma vie. Ils acceptèrent d'une seule voix. Nous sommes d'accord. Monique prit une profonde inspiration avant d'énoncer la 3e condition. Et chaque dimanche, vous viendrez dîner avec moi. Vous me raconterez votre semaine, vos apprentissages, vos difficultés. Et petit à petit, nous tenterons de recoller les morceaux. Chloé éclata en sanglots. Maman. Tu nous donnes une chance? Monique essuya ses propres larmes.
Je vous donne la chance que mes parents ne m'ont pas donnée. La chance de se tromper, et de réparer. Stéphane s'approcha, hésitant. Je peux te prendre dans mes bras? Monique resta immobile un instant, qui parut une éternité. Puis elle ouvrit les bras. Stéphane s'y jeta, pleurant comme un enfant. Chloé et Manon se joignirent à eux. Ils restèrent là, enlacés, leurs larmes se mêlant, une première depuis des décennies. En se séparant, Monique caressa le visage de chacun. Vous m'avez fait un mal terrible. Je ne prétendrai pas que tout est oublié. Mais je suis prête à essayer. Parce qu'une famille, ce n'est pas ceux qui ne font jamais d'erreur. C'est ceux qui ont le courage de les réparer. Une année passa. Chloé, dans la cuisine du restaurant solidaire, lavait d'énormes marmites. Une vieille dame la remercia pour le repas chaud, le premier depuis des jours. Chloé la serra dans ses bras et pleura, comprenant pour la première fois le sens du mot « service ». Stéphane, sur le chantier, partagea son déjeuner avec un vieil ouvrier qui lui raconta ses 30 ans de labeur pour élever ses 5 enfants. Stéphane l'écouta avec un respect infini. Manon, dans le quartier défavorisé, vit le visage d'une fillette de 8 ans s'illuminer en lisant sa première phrase. L'enfant lui sauta au cou en criant de joie. Manon comprit ce jour-là le pouvoir de l'éducation. Chaque dimanche, il dînait avec Monique. Il lui racontait leurs semaines, leurs épreuves, leurs découvertes. Et Monique les écoutait, voyant ses enfants se transformer, devenir des personnes dont elle pouvait être fière. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils essayaient. C'était tout ce qui comptait. L'année écoulée, ils reçurent l'argent. Aucun ne l'utilisa pour des futilités. Chloé ouvrit un restaurant qui offrait des repas aux démunis. Stéphane monta une entreprise de bâtiment qui n'embauchait que des seniors. Manon créa une école gratuite dans un quartier populaire. Monique, le jour de l'inauguration de son hôpital, vit ses 3 enfants arriver. Pas en voiture de luxe, mais en transport en commun. Pas en vêtements de marque, mais en habits simples et propres. Et en s'approchant, elle vit dans leurs yeux une lueur nouvelle, une humilité sincère, une gratitude profonde, un amour désintéressé. « Maman », dit Chloé en lui prenant la main. « Merci de ne pas avoir baissé les bras. » Monique sourit. Une mère ne baisse jamais les bras. Même quand ses enfants le font. Ce soir-là, ils dînèrent tous les 4 dans la petite maison de campagne que Monique avait achetée. Ce n'était pas un manoir, c'était un foyer. Un lieu où l'amour primait sur le reste. À la fin du repas, Manon demanda « Maman, as-tu des regrets ?» Monique réfléchit. « Je regrette de ne pas vous avoir parlé de mon passé. Peut-être que si vous aviez su, vous auriez eu plus de respect pour les choses simples. » Stéphane secoua la tête. « Non, maman. Si tu nous avais parlé, nous t'aurions aimé pour l'argent auquel tu as renoncé. Aujourd'hui, nous t'aimons pour les sacrifices que nous n'avions jamais vus. » Monique regarda ses 3 enfants, métamorphosés, et sentit une paix profonde l'envahir. « Vous avez appris la leçon la plus importante. La richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne. » Chloé ajouta, « Et nous avons eu le meilleur des professeurs. » Stéphane prit la main de sa mère. « Nous ne l'oublierons jamais, maman. » Manon conclut, « Et un jour, nous transmettrons à nos propres enfants ce que tu nous as appris, que le caractère ne s'achète pas, il se forge. » Monique sourit, les larmes aux yeux. Et quand ils se levèrent pour débarrasser la table, tous ensemble, pour la première fois, chacun participait, chacun servait, chacun aimait. Ils avaient appris qu'une famille n'est pas une question de sang ou d'héritage, mais un choix quotidien. Le choix d'aimer, malgré les blessures, malgré le coup, malgré les difficultés. Et cette nuit-là, dans une modeste maison, autour d'un dîner simple, Monique obtint enfin ce qu'elle avait toujours désiré, une famille qu'il aimait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. C'était là la plus grande des fortunes.